Ok, bonjour à tous. On va continuer le cours. On va travailler sur plusieurs choses. Attendez, j'ai mes notes quelque part. Là. Donc on va travailler sur deux choses. Là, je vais essayer de faire tenir cette vidéo en moins de 20-25 minutes. Les deux aspects, ça va être ceux de tout ce qui est tout ce qu'on appelle les registries. C'est là où on stocke les images. Et ensuite, on va travailler sur tout ce qui est volume à l'intérieur de Docker. Je vais essayer de tenir, voilà. Ok. Ok, donc chez Docker, vous avez Docker, l'entreprise Docker offre un hub Docker. Le hub a pour but d'offrir la capacité de stocker ces images. Alors en fait, ça a été un des très gros trucs qui a permis à Docker de s'implanter. Aujourd'hui, vous pouvez faire un Docker pool de n'importe quoi, d'une base de données, d'un système d'exploitation, d'outils, et de pouvoir les utiliser directement sur votre ordinateur. Alors, vous pouvez ensuite les combiner, les relier, et vous pouvez monter une infrastructure très rapidement. Il faut comparer ça vraiment à ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'auparavant, on devait charger une VM, l'installer, installer l'outil à l'intérieur, c'était coûteux. Docker a complètement résolu ça. Et ça, c'était une très grande force. Donc ce hub Docker, qui est le hub officiel, vous pouvez aller chercher les images dites officielles, des images publiques d'autres utilisateurs offrent, mais aussi de stocker vos images. Donc l'adresse est un hubdocker.com. Donc elle propose un moteur de recherche pour permettre de chercher à travers les images, d'héberger vos images publiques, par exemple celle que vous voulez diffuser. Vous avez conçu un logiciel, mais vous offrez une image Docker. Comme ça, tout le monde peut faire un Docker pool de votre image et utiliser l'outil que vous proposez directement embarqué dans un conteneur Docker. D'héberger vos images privées. Attention, c'est un service payant. D'autant plus que depuis quelques jours, là il y a eu encore une alerte, ils changent leur modèle de pricing. Donc là il faudra que je mette à jour mes slides pour indiquer ça, mais ils sont en train de faire des changements importants sur ce prix. Et d'automatiser la création de vos images. Alors c'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il existe d'autres types de ce qu'on appelle de registries qui sont faits par d'autres, que ce soit GitLab par exemple, que ce soit qu'on va utiliser, que ce soit tous les grands prestataires de services, chacun a leur modèle commercial. Celui-là est celui le plus public, on va dire. Ça veut dire que tout le monde l'utilise pour stocker une image publique. Souvent, quand vous regardez, vous cherchez les images, vous allez chercher les images en fonction de... vous cherchez d'un nom, d'un outil particulier, et vous regardez souvent d'abord s'il existe une image officielle. En général, les images officielles sont les plus flexibles. Ou alors, vous pouvez regarder les autres images si vous avez des besoins particuliers. Alors, les images officielles, par défaut, quand vous déposez une... Vous en souvenez des noms des images qu'on avait donnés? On avait trois types de noms. On avait soit un nom tout court, qui est un nom officiel, soit un nom d'utilisateur / un nom d'image, qui est donc un utilisateur de Docker Hub qui a déposé une image, soit un nom d'image relié à un autre registry, par exemple gcr.io. Donc là, pour les images, vous avez deux types, le nom d'utilisateur, nom d'image ou le nom d'image. Ça veut dire qu'elle référence tout le temps celles qui sont sur Docker Hub. Une image officielle, donc dans un repository officiel, sont maintenues par l'entreprise Docker, elles sont réputées très fiables, et elles sont conçues pour être aussi très flexibles. Donc souvent la première image qu'on utilise c'est celle-là. Alors il y a plein d'images, bon je ne fais pas une longue liste, mais vous avez par exemple des piles complètes de langages de programmation avec leur framework, certaines orientées outils, Postgres, base de données par exemple, MySQL, d'autres orientées autour des bases de données, des systèmes d'exploitation. Alors ça peut être les systèmes d'exploitation complets, CentOS ou Ubuntu dans toutes leurs versions, des minimalistes. L'idée c'est simple, c'est d'avoir un truc où on a juste l'essentiel. Donc BusyBox, Alpine, Distroless, ou alors vous pouvez prendre une image de base. Scratch ne contient rien. Alors honnêtement j'ai essayé de l'utiliser, c'est un peu chiant à utiliser au départ parce qu'il n'y a vraiment rien, il n'y a que dalle. Donc en général on utilise au minimum des images minimalistes. Et donc les repositories privés par exemple de GCR, ceux qu'on a vu de GCR, ils sont sous la forme adresse site, chemin vers image, nom du repository. Alors par contre, que ça soit pour écrire ou peut-être pour lire, ça peut nécessiter une authentification. Donc comment on va chercher une image dans l'image Docker? Vous faites un Docker pool et vous mettez le nom d'image. Éventuellement, vous rajoutez 2 points avec le tag. Ça veut dire je veux cette version de l'image.
vous pouvez aussi, avec la même commande Docker, pusher une image. Ça veut dire que vous avez buildé une image et elle est disponible dans votre cache d'image locale et vous pouvez la pousser sur, là ici vous avez un exemple, soit sur votre répertoire d'images chez Docker Hub ou dans le deuxième exemple chez un autre prestataire que Docker Hub. Chacun d'ailleurs des prestataires a un peu son image, son système de nommage. Par contre, si vous devez au minimum pousser quelque chose, au minimum en général on ne laisse pas tout le monde pousser quelque chose, donc vous devez vous authentifier. Donc là je vous propose un exercice simple, c'est de créer un compte sur Docker Hub, de créer un repository appelé Hello à l'intérieur. Alors il faut savoir que Hub Docker vous offre un repository gratuit, ça veut dire un nom d'image gratuit, avec tant de tags que vous voulez. Donc je vous propose de créer un repository, vous authentifier vers Dockerlin sur votre compte, c'est les mêmes identifiants que Docker Hub que vous utilisez, et ensuite vous pouvez copier une image. Alors là ce que je vous propose, c'est qu'en fait le but c'est de prendre une image, vous en souvenez qu'une image elle peut avoir plusieurs noms, et ces noms ça peut être un nom d'un autre repository. Et bien c'est exactement ce qu'on fait ici. On va pooler l'image Hello World dans sa dernière version. On va lui mettre un nouveau tag. On va dire que l'image qui est taguée Hello World.latest, on va lui rajouter un nouveau tag qui s'appelle comme ça. Alors moi je m'appelle Cartoche parce que c'est mon identifiant sur GitHub. C'est peut-être pas le vôtre. D'accord? Et j'ai nommé mon repository Hello. C'est peut-être pas le vôtre. Et là je dis simplement en local, sur ma machine, dans le cache local, je tag l'image Hello World.latest par ce nom. Donc maintenant, elle va avoir deux noms. Si vous faites un Docker image, vous allez voir qu'en local, vous allez avoir ces deux images qui pointent avec un même image ID. Et ensuite, je push cette nouvelle image, qui n'est pas une nouvelle image, qui est l'image Hello World.latest qui a été retaguée, vers mon repository chez Docker Hub. Donc on est d'accord que c'est exactement le même contenu que le Hello World que vous venez de pouler. Alors, en fait, je me suis trompé, c'est pas du... On va pas regarder là... je me suis trompé complètement. On va pas regarder les volumes, ça sera pour le prochain. On va regarder un peu tout ce qui est Docker Event, Info et Inspect. Donc c'est juste un peu pour se balader dans les commandes. Donc déjà vous avez Docker Info qui vous donnera des informations globales sur l'installation de Docker, sur les versions, etc. Vous pouvez avec Docker inspecter, pratiquement inspecter tout. Alors on peut inspecter une image, une instance d'image, une instance en cours d'exécution. On peut aussi étudier le réseau, les volumes. Il y a plein, Inspect permet d'introspecter tous les éléments de Docker. C'est très pratique. Vous pouvez avoir des stats en temps réel. Docker Event, c'est Docker Stat qui vous permet de savoir combien, donc Docker Stat c'est un équivalent de l'utilitaire top et htop qui vous permet de savoir combien de CPU de mémoire utilise chaque conteneur, et vous avez Docker Events qui vous affiche les événements qui s'exécutent actuellement sur le démon Docker. Donc c'est assez pratique pour débugger. Bon, personnellement ces deux trucs, les deux derniers je m'en sers rarement, c'est vraiment des cas d'usage très précis. Docker Info, j'en ai déjà parlé un peu. Donc regardez un peu comment se trouve votre installation et regardez un peu les informations concernant une de vos images. Donc ça c'est un TP, un de vos conteneurs qui a été arrêté, ou alors encore un de vos conteneurs en cours d'exécution. Vous allez trouver des informations comme il a une adresse IP, il a un volume, il a des noms, il utilise cette image est référencée par un numéro, etc., etc. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc essayez de retrouver ces minimums d'informations à l'intérieur de cette structure JSON. Alors je vous ai parlé tout à l'heure que quand un conteneur s'exécute, les logs sont conservés par Docker. Même si le processus à l'intérieur du conteneur s'arrête, le conteneur est conservé tant que vous ne le détruisez pas explicitement par Docker. Alors en fait, c'est une convention. Un des trucs très importants qui sert, c'est que quand vous faites un conteneur, vos logs, vous ne les sauvegardez, votre programme, vos logs, vous ne devez plus les sauvegarder sur un fichier. On les sort sur l'entrée standard. C'est une habitude à prendre. Et tous vos programmes doivent travailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut difficilement aller rechercher les logs, on ne sait pas dans quel endroit, tandis que la sortie standard, c'est la sortie standard. C'est un des trucs les plus classiques. Donc par exemple, ici, je démarre le processus, le conteneur, l'image Hello World, en arrière-tâche. On est d'accord que même si je l'ai mis en arrière-tâche, Hello World ne fait qu'afficher un message et s'arrêter. Donc, là, quand je fais Docker Logs, même si le processus est fini, mes logs sont toujours disponibles.
Et donc quand je dis docker logs l'instance ID, ça veut dire l'instance qui a été retournée ici, je retrouve l'intégralité des logs, c'est-à-dire tout ce qui a été sorti sur la sortie standard, c'est-à-dire le hello from Docker. Vous avez moyen aussi de vous attacher à un conteneur. Là, par exemple, ça veut dire vous attacher à la sortie standard. Donc, quand on a vu tout à l'heure exec, et donc il y a une différence qui est souvent... est-ce qu'on a vu exec oui, on a vu exec, je suis pratiquement sûr. Donc exec crée un nouveau processus à l'intérieur du conteneur. Attache vous permet de vous connecter à la sortie standard du processus qui est en train de s'exécuter. Donc, la différence par rapport à exec, c'est le processus original. Donc c'est bien cet ensemble de processus qui est en train de tourner. Et surtout, si vous envoyez une commande dans le terminal, par exemple la CTRL-C, c'est donc ce processus principal qui va le recevoir. Donc si vous faites un CTRL-C, il va donc arrêter le conteneur. Contrairement à exec, où exec aurait tué le second processus que vous avez créé à l'intérieur de ce conteneur, mais pas celui qui a été lancé lors du démarrage du conteneur. Je vous ai parlé au début des C-groupes. C-groupes ont des petits trucs très pratiques et notamment ils permettent de poser et redémarrer des processus. Alors pour ceux qui ont déjà fait un CTRL-Z sur Linux, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que votre processus est gelé, il est toujours en mémoire, mais entre guillemets, le système d'exploitation sait qu'il ne doit pas lui redonner du temps d'exécution. Donc là, par exemple, je lance un processus qui est basé sur l'image Ubuntu, qui démarre la commande bash avec le paramètre sleep 3600. Ça veut dire qu'il démarre un shell qui va exécuter immédiatement la commande sleep 3600. Ça veut dire attends 1 heure. Et si je fais un docker pause, ben, le processus est alors indiqué comme en pause. Ça veut dire que tant que je n'aurai pas enlevé la pause, le processus est gelé. Si vous avez un serveur web et que vous le mettez en pause, ça veut dire qu'il va rester en mémoire, mais chaque fois que quelqu'un va envoyer une requête, il va avoir aucune réponse. Pourquoi? Parce que le serveur web est gelé. Vous avez aussi la commande startup. L'idée de la commande startup, c'est de pouvoir arrêter le processus qui a démarré dans le conteneur. Donc, lorsque vous démarrez un conteneur, vous démarrez donc le processus qui est le premier processus, un processus principal que vous allez demander d'exécuter. Ce processus va s'exécuter et si vous faites un stop, à ce moment-là, il va arrêter ce processus. Mais le conteneur est toujours en mémoire. D'accord? Tout comme il garde les logs, là, le conteneur est toujours présent. Par contre, le processus à l'intérieur est arrêté. Contrairement à pause and pause où le processus est juste gelé. Une des particularités, c'est que si vous refaites un start, vous redémarrez le processus à l'intérieur du même conteneur, mais attention, avec le système de fichiers qui a été modifié. Ça veut dire si vous démarrez le conteneur et que le premier processus écrit un fichier, et que vous stoppez ce processus, si vous faites un restart, il va reprendre l'exécution et le processus qui a été relancé va donc refaire ce qu'il avait fait au début et donc éventuellement écraser le contenu de ce fichier qui a été fait lors de la première exécution. Ok? Donc vous avez aussi le moyen d'arrêter un conteneur. On pourra voir, donc on a vu stop juste avant, il y a aussi kill. Alors la différence c'est que stop est un truc qui va envoyer d'abord un signal en demandant gentiment au processus de s'arrêter, ce qu'on appelle un seek term, puis au bout de 10 secondes dire envoyer un sync kill. Alors c'est pour cette raison principale, et sinon on peut le tuer directement avec un sync kill, c'est pour cette raison principale qu'on ne fait jamais de base de données à l'intérieur de Docker. C'est à moins qu'on soit sur des bases de données de type distribué, on utilise, pour ceux qui font de l'infra base de données, on n'utilise jamais Docker pour ça. On utilise des bases de données as a service parce que quelquefois quand on arrête des bases de données, certaines bases de données peuvent mettre plusieurs minutes à s'arrêter, le temps de vider leur flush, de traiter les dernières connexions, etc. Et de le faire proprement. Ça, Docker ne connaît pas la base de données, donc il s'en fout. Et il peut très bien la cracher très violemment. Donc, là, ce que je vous propose, c'est de regarder les logs d'un serveur NGINX. Donc vous démarrez une image et un conteneur basé sur l'image NGINX qui va s'appeler SWB en arrière-tâche et vous allez publier le port. Alors ça on va voir que ça permet de rendre le port accessible sur votre machine. Normalement, si tout se passe bien,
si vous prenez un navigateur et que vous vous connectez à cette adresse, vous devriez voir apparaître la page principale de Nginx. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder les logs. Donc on utilise le même nom qu'on a donné au conteneur. Et vous verrez que à chaque fois que vous appuyez sur votre navigateur pour recharger la page localhost, vous verrez une nouvelle entrée dans le log secret. D'accord ?